RFM Midi. RFM Midi. Merci d'être avec nous sur RFM. Il est midi, le grand journal. Anna Rocha. À la une de l'actualité de ce mardi 26 mars, la fuite de la conduite d'eau du tuyau du lac de Guiers à Méré. Les travaux de réparation ont démarré. Le ministre de l'Hydraulique, Mansour Faye, est attendu sur place. À Dakar, les populations de Cambérène souffrent déjà d'un déficit d'approvisionnement. Hausse de plus de 200 000 francs CFA sur le billet d'avion pour le pèlerinage à la Mecque. Une décision de la compagnie saoudienne Flynas. Le Premier ministre a convoqué aujourd'hui un conseil interministériel sur la question. En politique, Bamba Fall tourne le dos à Khalifa Sall. Il va retourner au Parti socialiste. Le maire de la Médina a même déjà scellé ses retrouvailles avec Ousmane Tanordien, vous l'entendrez. Aïda Mbodj, pas contre l'appel au dialogue du chef de l'État. Par contre, son parti, l'Alliance nationale pour la démocratie, attend de connaître les contours de ce dialogue politique. À suivre l'actualité internationale avec Georges Déthié-Diop. Le massacre d'Ogo-Sagou dans le centre du Mali, le dernier bilan fait état de 160 morts, chiffre fourni par le porte-parole du gouvernement malien. En Gambie, l'affaire du conteneur d'armes intercepté en janvier dernier par les forces de l'ordre au port de Banjul. Du nouveau dans le dossier, l'enquête de police blanchit l'entreprise Gatch Security. Le procès du putsch manqué de 2015 au Burkina Faso, le général Diendéré à l'épreuve des enregistrements téléphoniques. Environ 200 fichiers vont être diffusés devant le tribunal militaire de Ouagadougou. Rendez-vous dans 15 minutes pour le développement, juste après les sports de Malal Diagne Junior. Report de l'Assemblée générale d'information de la Fédération sénégalaise de basketball, initialement prévu le 30 mars prochain. Les membres de la plateforme pour le renouveau du basket crient au scandale et accusent les fédéraux d'orchestrer un plan pour manipuler l'opinion du basketball. Première rencontre de préparation des Lions du Sénégal en direction de la Coupe d'Afrique 2019. Les Lions croisent le Mali à 17h au stade Léopold Sédar Senghor. Nous reparlerons également de l'élimination de l'équipe nationale U23 de la course à la qualification, la CAN, avec cette fois-ci l'analyse de Mbaye Diouf. À tout à l'heure, Malal. Pape Sambakane sera avec nous pour sa chronique hebdomadaire. En fin d'édition, point de vue, comment faire pour lutter contre le trafic de faux médicaments au Sénégal. Débat aux environs de 12h35. Anna Rocha. Bonjour à tous. Au lendemain de la fuite sur la principale conduite du lac de Guiers, les travaux sont presque terminés. On attend maintenant la mise en service. Vous êtes sur place à Méré, Cheikh Anta Diop. Bonjour. Oui, bonjour Anna Rocha. La mise en service est prévue pour quand exactement? Oui, nous sommes présentement sur les lieux avec les techniciens de la SDE, la SONES et les Chinois en charge du projet de pose de conduite. Et tout est presque fin prêt. Et les techniciens ont déjà fini de réparer les tuyaux. Et nous sommes avec M. Abdoulba, qui est le directeur général de la SDE. Il va nous donner tout à l'heure la situation, M. Abba. Comment se présente la situation? Merci, je vais corriger ces balles, bien que j'ai beaucoup de parts en bas. Alors, nous avons donc le plaisir d'annoncer que les travaux de réparation de la fuite sont terminés. Nous remercions toutes les populations d'avoir eu la patience avec nous encore face à cette épreuve. Donc, les travaux sont actuellement terminés, la remise en service est en cours. Nous avons pu minimiser les désagréments hier au niveau de Dakar et au niveau de Louga et de Thiès. Et bien entendu, dans la soirée, les quartiers qui ont manqué d'eau, comme les parcelles d'Asseni, comme Tiaroy, comme une partie de Thiès, ils vont commencer à revoir la distribution, reprendre normalement. Nous nous excusons pour ce qui est arrivé et nous continuons, nous disons aussi, nous précisons que ces travaux sont suite à un accident qui s'est déroulé hier vers 10h. L'entreprise en charge, l'entreprise qui s'appelle CCECC, entreprise chinoise qui fait les travaux de pose de la canalisation pour le compte de la SONES, a eu, suite à cet incident, à percer la canalisation d'eau qui amène l'eau à Dakar. Et le résultat, c'est donc ces manques d'eau que nous avons connus au niveau de la ville de Dakar, au niveau de la région de Thiès et dans une moindre part dans la région de Louga. Aujourd'hui, tout est bien qui file bien, donc nous remercions les populations pour cette patience et ferons toujours en sorte que chaque fois qu'il y a un désagrément, de réagir très vite, d'appeler les cours pour remettre la situation.
Voilà, Anna Rocha, vous l'avez bien entendu, les techniciens sont en train de mettre en place ce qu'on appelle un revêtement contre la corrosion. Selon les techniciens que nous avons rencontrés tout à l'heure, la chute de conduite sera mise en service et c'est déjà fait. Vous l'avez bien entendu avec le directeur de la service en cours. Et nous attendons d'un moment à l'autre aussi l'arrivée du directeur général de la SONES, Charles Fall, ainsi que le coordonnateur du projet. Et la conduite se situe au quartier Ngaï Diagne, à quelques encablures du SEM Mourabsar de Ngaï. Et les populations sont là pour regarder les ouvriers qui s'activent à réparer véritablement cette conduite d'eau ici au niveau de Ngaï. Merci beaucoup, cher Ante Diop, en direct de Méré. Vous retenez donc que les travaux sont terminés et que la remise en service a même démarré. Mais à cause de ces travaux, certains quartiers de Dakar sont privés d'eau depuis hier. C'est le cas à Cambérène 2, dans les parcelles assainies. Les populations vivent le calvaire et interpellent les autorités. Un reportage d'Aïssatou Diak. Des femmes, seaux aux bassines et bidons à la main à la recherche du liquide précieux. Tel est le décor à Cambérène 2. Ici, les populations connaissent une pénurie d'eau. Depuis hier, trouvée dans un robinet, Kumba se dit surprise par ce manque d'eau qui n'est pas sans conséquence pour elle. On s'est réveillé le matin, puis on a remarqué qu'il n'y a pas d'eau. Là, je suis venue demander de l'eau à un voisin. J'allais faire le linge, mais là, c'est impossible. Cette pénurie d'eau, une situation très difficile pour les habitants de Cambérène 2. Mami Biaye interpelle les autorités pour une solution rapide. On vit le problème de la pénurie d'eau depuis hier. Depuis hier, on n'a pas d'eau sur les robinets, on a un problème. On court vers les autres quartiers pour avoir de l'eau saine. En plus, on court vers les pompes et c'est pas sain aussi. On a des problèmes pour cuisiner parce que c'était pas prévu. On demande aux autorités de tout faire pour que l'eau revienne dans les plus brefs délais. Alpha demande des camions citernes pour leur quartier. Moi, je me suis réveillé le matin pour aller au travail, mais j'ai pas eu d'eau pour prendre mon bain. Je suis même arrivé en retard. C'est pas facile. Ils doivent faire venir des camions citernes. C'est pas facile. Beaucoup de gens n'étaient pas au courant de cette pénurie. Depuis hier, une pénurie d'eau est notée dans certains quartiers de Dakar. Une situation déplorable pour les habitants de la capitale qui demandent des solutions définitives aux récurrentes pénuries d'eau. Les populations de Guédiawaye aussi ont ressenti des perturbations dès les premières heures de la matinée, un chômage technique pour les laveurs de voitures. Ils se sont prononcés dans ce micro-trottoir réalisé par Salif Sow. Depuis presque te loolu baaxul ci sunu liggéey aussi su ndox kay su amulee mënuñu liggéey parce que sans ndox mënuñu def dara dañuy yeew sax duñu dégg déclaration da nga yeew rek nga dem ci robinet ubbi ñu ne la ndox mi dafa ko des fois coupure ndox bi dañuy sonal des fois xam nga ñëw mais yàlla moo ñu suturaal parce que am nañu réserve mais tamit coupure bi tam bu ñu sañoon ndox bi di ñëw tout le temps ñu ci mun liggéey peut-être. Et toutes nos excuses pour ces éléments sonores non traduits. Midi 8, merci d'écouter le grand journal sur RFM. RFM, la radio de toute l'actualité. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne préside en ce moment un conseil interministériel sur le pèlerinage à la Mecque 2019. Cette rencontre intervient 2 jours après la sortie des voyagistes privés pour dénoncer la hausse de plus de 200 000 francs CFA sur le billet d'avion. Une hausse décidée par la compagnie saoudienne Flynas chargée de convoyer les pèlerins sénégalais au lieu saint de l'islam. La région de Fatick est-elle en train de devenir une plaque tournante du trafic de drogue? En tout cas, les saisies de drogue sont fréquentes dans cette région. Les populations déplorent cette situation. Elles évoquent la situation géographique de leur localité. La correspondance d'Aminata Goudjabi. À Fatick, c'est désormais impossible de rester longtemps sans l'annonce d'une saisie importante de drogue ou de faux médicaments. La région, selon Mamadouba, retraité et père de famille, est devenue une porte d'entrée de ces produits nocifs. C'est une plaque tournante. Le problème du chômage qui sévit actuellement dans le pays
vraiment force les gens à s'adonner à la commercialisation des drogues. Oui, ça m'inquiète. C'est parce que ça, c'est une alerte pour l'État. Mohamed, un jeune boutiquier, est tout aussi inquiet et évoque lui aussi le chômage endémique qui pousse les jeunes à s'adonner à ce genre de trafic. Peut-être c'est à cause de la situation du pays. Les gens peut-être n'ont pas du boulot. Beaucoup de jeunes s'adonnent à des affaires de drogue, de médicaments. Vraiment, c'est des choses à déplorer. C'est pas quelque chose de bon, surtout pour la jeunesse. La région de Fatick est devenue une zone de transit privilégiée des trafiquants de drogue et de faux médicaments en raison de sa position géographique. C'est l'avis de Mamadou Ba. Fatick, au nord, tu peux aller directement vers Thiès et Saint-Louis. Vers l'est, c'est presque vers et Gambie. Ce qui en fait pousse les gens à faire ces pratiques. Si vous remarquez du côté de Foundoun, les gens peuvent passer directement par la mer. Au niveau de Fimela, les gens peuvent passer aussi par la mer. Adjouma Diouf, originaire de Patarsine dans le département de Fatick, lui demande aux forces de l'ordre de redoubler de vigilance. La subdivision des douanes de Fatick, créée seulement en novembre dernier, compte se mobiliser davantage pour faire face à ces fléaux qui exposent les populations et les jeunes surtout. Aminato Goudiaby, Fatick RFM. Dans ce trafic de faux médicaments circule une importante quantité d'aphrodisiaques. La commercialisation de ces produits rapporte des centaines de millions de francs CFA, mais le phénomène reflète l'existence d'un besoin réel, un impact économique néfaste pour les officines privées qui souffrent des marchés parallèles. Le dossier d'Awambaye. Les aphrodisiaques sous forme de médicaments sont disponibles sur le marché et l'urologue explique ses indications thérapeutiques. Professeur Lamignon. Quand on parle d'aphrodisiaques, c'est des médicaments qui améliorent la libido, c'est-à-dire l'envie sexuelle. Et souvent, quand on fait un terme assez large, ça regroupe tous les médicaments qui traitent la sexualité, surtout de l'homme, que ce soit pour augmenter la libido, mais surtout pour augmenter l'érection. Le président du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal, Dr Hassan Diop, confirme que la demande existe bel et bien et le marché essaye de suivre. C'est un marché qui est là. Constitué par les hommes normalement âgés de plus de 18 ans qui ont des problèmes avec leur fonction érectile, donc pour avoir et maintenir de manière suffisante une érection. Donc c'est un marché qui est là effectivement et une demande qui est là. L'aphrodisiaque, un médicament soumis à prescription, donc il doit être vendu que dans un circuit légal, la pharmacie. Mais le constat est là, un marché parallèle approvisionne sa clientèle. Docteur Hassan Diop. Quand on parle de faux médicaments, on a de gros soucis dans le dosage. On peut avoir des dosages très importants, comme on peut avoir des dosages faibles. Mais surtout les personnes qui manipulent ces médicaments, qui les donnent, qui les vendent, ne maîtrisent pas ni la quantité à prendre, combien de prises par jour. Donc ça présente effectivement un réel danger pour la population. Et le besoin risque d'augmenter compte tenu des nombreuses maladies qui provoquent des dysfonctionnements érectiles. Professeur Lamignon. Bien sûr que le monde augmente, je dirais même d'année en année, parce que la population vieillit d'année en année. Et quand on parle de vieillissement, on parle de besoins sexuels. Et souvent, c'est des personnes très demandeuses de la sexualité et donc qui vont partout pour se procurer de tels types de médicaments. Les marchés parallèles, des circuits dans lesquels sont vendus des faux médicaments. Et ce commerce peut avoir un impact négatif au plan économique et sanitaire. Donc, il faut les combattre selon les acteurs de la santé. Dans l'affaire du jardin public de Mbour, le procès qui oppose les jeunes de la commune et le maire Fallou Silla a eu lieu ce matin. Le verdict est attendu le 16 avril prochain. Le vol de bétail à la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau a pris une ampleur inquiétante ces derniers mois. Le Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal alerte, son président préconise la réouverture des positions militaires le long de la frontière, mais également le renforcement de la coopération sécuritaire entre les deux pays pour mettre un terme à ce pillage. Lamine Ba à Ziguinchor. Ce sont plus de 500 têtes de bétail qui ont été utilisées à leurs propriétaires le long de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, rien qu'entre 2018 et 2019. Des chiffres qui inquiètent le Conseil national des éleveurs du Sénégal. Son président, en tournée dans les régions de Ziguinchor et Sédhiou, tire la sonnette d'alarme. Ismaël Sow. On a rencontré les éleveurs avec le préfet département de Goudomp. Quand même, pour soulager les éleveurs, entre 2018 et 2019, ils sont perdus à environ 418 têtes plus
238, les moutons et chèvres 179 têtes. Donc là, c'est une perte lourde quand même. Même nous, on sollicite, si c'est possible, que le président de la République voit s'il pourrait recevoir même les éleveurs du département de Goudomp, parce que la perte est lourde. Entre autres solutions préconisées par le responsable national de la Maison des éleveurs du Sénégal pour en finir avec le vol de bétail dans cette zone, il y a la réouverture des positions militaires le long de la frontière ainsi que le renforcement de la coopération sécuritaire entre les deux pays. Je pense qu'il est important quand même le président de la République du Sénégal rencontrer son homologue de Guinée-Bissau pour améliorer leurs relations diplomatiques. Les éleveurs ont demandé aussi que nous, on transmette le message aussi l'État Sénégal pour réhabilitation de certains postes fermés entre le Sénégal et le Guinée-Bissau. Le président du Conseil national des éleveurs du Sénégal procède en même temps à la mise en place des maisons des éleveurs de Oussouye et Bignona. C'est en perspective du renouvellement de l'entité régionale à la présidence vacante depuis 2018. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Le journal. L'actualité politique. Le maire de la Médina, tout près de retourner au Parti socialiste, Bamba Fall révèle avoir scellé les retrouvailles avec Ousmane Tanordien, le secrétaire général du PS. Il réitère son exigence de voir ce parti présenter un candidat à la présidentielle de 2024. Bamba Fall interrogé par Ndiogou Diène. Ma maison naturelle, c'est le Parti socialiste. Donc j'ai rencontré le secrétaire général, on a échangé. Donc on a conclu que le passé, pour ce qui concerne le passé, est derrière nous. Alors ensemble, nous allons reconstruire notre parti afin qu'il soit le parti le plus attractif du Sénégal. Il n'y a que ça. Donc je pense qu'on va voir les modalités, etc. Et ce serait vraiment, dans les jours à venir, on va voir. Mais pour le moment, on a échangé, on s'est limité là. Donc maintenant c'est clair, vous allez retourner au Parti socialiste. Je n'ai jamais quitté le parti. C'est une question de... Moi, je suis dans le parti et je retournerai dans le parti. Ensemble, nous montrons à tout le monde que, n'est-ce pas, qu'on a le plus grand parti du Sénégal. Parce qu'actuellement, moi, le seul problème que j'avais, c'est que le Parti socialiste doit obligatoirement participer à toutes les élections nationales. Le Parti socialiste doit être tête d'une coalition pour chaque élection. Et c'est possible. Donc je pense que tout le monde l'a compris maintenant. Et c'est bon. En 2024, je souhaite qu'on ait un candidat socialiste au fils du parti. Donc je pense qu'on va travailler à cela. Et j'ai pas trop de conditions parce que c'est normal, on appelle tout le monde les Khalifa et tant d'autres. Mais quand même, les gens ne sont pas les mêmes, les réflexions ne sont pas les mêmes. Le parti d'Aïdemboch, l'Alliance nationale pour la démocratie, se dit partant pour l'appel au dialogue lancé par le président Macky Sall, mais il attend de connaître les termes de référence. Cette formation politique réaffirme toutefois son ancrage dans l'opposition. Le porte-parole de l'Alliance nationale pour la démocratie, Ndem Idian, était l'invité des RFM Matin. Par principe, nous sommes des acteurs du dialogue. Et je vous rappelle que nous avons été acteurs, le dialogue qui a été organisé il y a de cela 1 an. Donc je ne vois aucun problème à ce que notre parti puisse participer à un dialogue national qui va régler les questions d'intérêt national. Donc naturellement, si l'appel est lancé, si nous avons les thèmes de référence, la présidente en discussion avec les membres du parti pourra bel et bien participer à ce dialogue pour défendre l'intérêt du Sénégal et des Sénégalais, pour que nous puissions revoir le fichier électoral, pour que nous puissions revoir les questions du parrainage et toutes les questions qui nous interpellent dont l'intérêt est d'ordre national. En principe, le président nouvellement élu n'a aucun intérêt à bluffer. Dans le passé, on pouvait dire oui parce qu'il était peut-être omnibulé par un second mandat, mais maintenant qu'il a été réélu, il a un second mandat, il n'aura pas un troisième mandat. Il a tout intérêt à ce que les gens s'assoient autour d'une table et discuter sur toutes les questions d'ordre national. Donc je pense que honnêtement, pour cette fois-ci, ce sera un dialogue sincère, ce sera un dialogue honnête, ce sera un dialogue qui prendra en compte toutes les préoccupations posées par l'opposition depuis 2012 et toutes les préoccupations qui pourra intéresser les Sénégalais aussi dans l'avenir. Nous sommes un parti libéral, un parti d'opposition. Nous sommes et nous restons et nous demeurons dans l'opposition. Le parti AND d'Aïdemboch fête son 5e anniversaire aujourd'hui. Un panel est prévu cet après-midi sur le thème femmes et jeunes dans le leadership local. Midi 19. RFM. L'actualité internationale. Présenté par Georges Déthié-Diop. Bonjour Georges. Bonjour Anna Rocha. À la une, la tuerie d'Ogo-Sagou dans le centre du Mali. Le bilan macabre ne cesse d'augmenter. Le dernier bilan fait état de 160 morts. Une annonce du porte-parole du gouvernement. Le président malien, lui, était sur les lieux hier. Un village vidé de ses habitants. Ibrahim Boubacar Keïta, très ému au micro de
RFI. Je ne suis pas en train de philosopher. Ce que j'ai vu là, ces gamines qui n'ont rien fait, criblées de balles, une qui perd la moitié de son visage, qui perd la vue, ces personnes âgées qui sont calcinées, ces maisons où l'on sait qu'il y a des êtres humains à l'intérieur, que l'on enfume et que l'on enflamme, ça rappelle des horreurs que nous croyons définitivement enfouies dans nos mémoires historiques. Et pour de bon, que cela ressurgisse aujourd'hui n'est à la gloire de personne. J'étais là-bas en devoir de la République, en devoir d'homme, qu'Allah subhanahu wa ta'ala épargne cela dorénavant à ce pays. Je dois rendre hommage à nos éléments des forces armées et qui mènent une tâche rude dans un espace pas évident. Je dois rendre hommage également aussi à l'équipe médicale. Il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup de leçons à tirer. Et ces leçons seront tirées, Inch'Allah. Le président Ibeka en Gambie, Georges, la police a bouclé son enquête relative à l'affaire du conteneur d'armes intercepté en début d'année par les forces de l'armée. C'était le 9 janvier au port de Banjul. Plus de 2 mois d'enquête aujourd'hui. La police gambienne a blanchi l'entreprise Gat Security. À Banjul, Alun Badara Sonko pour les détails. La police gambienne vient de blanchir l'entreprise Get Security dans l'affaire des armes importées. Dans un communiqué, la police révèle que l'investigation a été faite par un ensemble d'experts de la police et de l'armée gambienne. Et suite à ces investigations, le décompte de ces armes est fait. Au total, 1263 pièces d'armes à feu sont dénombrées dans 252 cartons. 13 parmi ces armes sont susceptibles d'être des armes de guerre. Dans le même communiqué, la police indique que ces armes sont destinées à la chasse. Pour rappel, l'affaire remonte le 9 janvier dernier. À cette date, la police gambienne avait intercepté un conteneur d'armes au port de Gambie. Ce conteneur appartenait à la compagnie Get Security de l'homme d'affaires Aboubakar Diawara. L'affaire avait suscité plusieurs réactions à travers les réseaux sociaux. Alun Badara Sonko, Banjul, Radio Futur Média. On va au Burkina Faso avec la reprise du procès du putsch manqué de 2015. Aujourd'hui, le général Gilbert Diendéré à l'épreuve des enregistrements téléphoniques. Environ 200 fichiers seront diffusés dans la salle d'audience du tribunal militaire de Ouagadougou. Mamadou Aïchandiaï. Au Burkina Faso, la reprise du procès sur le putsch manqué de 2015 devant le tribunal militaire de Ouagadougou se poursuit. Le général Djibril Bassolé, c'est au tour du général Gilbert Diendéré de faire face aux enregistrements de conversations téléphoniques. Environ 200 fichiers contenant les conversations de l'ex-chef d'état-major, en particulier de Blaise Compaoré, sont diffusés dans la salle d'audience. Dans l'une des conversations, s'adressant à son interlocuteur, on entend la voix attribuée au général Diendéré qui affirme que je l'ai fait, mais vous ne m'avez pas suivi. Une chose est claire, pour les avocats du général Diendéré, rien ne prouve que ces commentaires et les déclarations sont de leurs clients. Quant au général Gilbert Diendéré, il n'a fait aucun commentaire sur le contenu des bandes et demande au tribunal de s'en tenir à ses propres déclarations lors de son interrogatoire. En Afrique du Sud, le fils de l'ancien président Jacob Zuma devant un tribunal de Johannesburg. Oui, Doudou Zane Zuma est jugé pour homicide volontaire et négligence au volant. Le procès fait suite à un accident qui date de 2014, accident qui avait causé la mort d'un ressortissant zimbabwéen. La Porsche du fils de Zuma était entrée en collision avec un minibus taxi. Doudouzane a plaidé non coupable. Selon BBC, le procureur a retiré la deuxième accusation d'homicide volontaire liée à la mort de Nanki Jeannette, une autre passagère dans le taxi. Aux États-Unis, le Pentagone a annoncé avoir débloqué $1 milliard pour la construction d'une section du mur à la frontière avec le Mexique. C'était une promesse de campagne de Donald Trump. Le chef du Pentagone, Patrick Shanahan, justifie cette dépense par la loi fédérale. Un paragraphe de l'article 10 du Code des États-Unis autorise le ministère de la Défense à construire des routes et des barrières et à installer des éclairages pour empêcher le trafic de drogue transfrontalier. La réaction des démocrates, sans surprise, ils sont indignés. On termine ce tour d'horizon de l'actualité internationale, Georges, au Kenya, où des juges font de nouvelles propositions sur l'âge du consentement des relations sexuelles. 3 juges de la Cour d'appel, ils ont proposé d'abaisser l'âge du consentement de 18 ans à 16 ans. Selon BBC, ces juges s'opposent aux longues peines d'emprisonnement imposées aux jeunes hommes pour avoir couché avec des adolescentes qui étaient prêts à l'être ou semblaient être
des adultes. J'en connais un qui est très intéressé par la question. Merci beaucoup, Georges Détié-Diop. On vous retrouve à 12h30 pour la revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Comment faire pour lutter contre le trafic de faux médicaments au Sénégal? On en parle à 12h35 avec le docteur Mohamedou Sow, président de la commission qualité de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal, et Momar Ndao, président de l'ASCOSEN, l'association des consommateurs sénégalais. RFM Sport. La page des sports avec Malal Dieng Junior. Bonjour Malal. Bonjour Anna Rocha. À la une du football, les Lions du Sénégal retrouvent aujourd'hui le stade Léopold Sédar Senghor. Aujourd'hui en fin d'après-midi donc, le Sénégal affronte le Mali. Ce sera le premier match amical de préparation en direction de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Une répétition générale pour l'ensemble du groupe et en particulier ceux qui n'avaient pas joué samedi dernier face à Madagascar à Thiès. Pour Pape Thiaw, c'est une bonne occasion pour réviser les gammes et voir certains joueurs évoluer sous les couleurs de l'équipe nationale, mais aussi rapprocher davantage l'équipe des supporters. Pape Thiaw, ancien international et actuel entraîneur de Niary Tally que nous écoutons. C'est une bonne opposition, c'était face à une équipe qui s'est qualifiée pour la CAN 2019. Aussi, c'est un match où on peut essayer pas mal de choses, aussi mettre des joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu. De les voir et je trouve que c'est un match important et très très intéressant. Donc dans le coach peut voir pas mal de choses sur son équipe et aussi sur certains joueurs. Ils ont montré qu'aujourd'hui presque on est la meilleure équipe d'Afrique. Maintenant voilà, il faut qu'on parte à la CAN pour la gagner. De toute façon c'est cet état d'esprit qu'ils ont en ce moment. Et il faut que ça continue au niveau du milieu de terrain. Je pense, avec le match qu'on a vu la fois dernière, ça commence à se stabiliser. Donc voilà, mais après il y a la concurrence et ça c'est très très important dans une équipe et espérons que ça va se jouer sur ça. Et aussi, voilà, les joueurs vont donner tout ce qu'ils ont. Et c'est quelque chose qui va permettre à une équipe de progresser. Et c'est très bien d'après moi. Du football, toujours Malal, pour reparler cette fois-ci de l'élimination des Lions U23. Et cette fois-ci, c'est l'ancien responsable de la petite catégorie au niveau de la Fédération sénégalaise de football qui en parle. Mbaye Diouf Dia analyse les raisons qui ont motivé l'élimination des U23. Abdourahmane Diallo. Les U23 éliminés, l'ancien chargé des petites catégories à la Fédération sénégalaise de football indexe les fédéraux. Mbaye Diouf Dia pense qu'Augustin Senghor et sa bande ne privilégient pas la petite catégorie. Si on avait certains joueurs qui sont dans l'équipe A, aujourd'hui je crois que la messe serait dite par rapport à l'équipe guinéenne. Vous avez vu ce qu'a fait Crapin, les Moussa Ouagé, le gardien qui est là également. La primauté a été donnée à l'équipe A, contrairement à l'équipe qui devait se battre pour se qualifier. Et l'équipe A étant déjà qualifiée, il n'y avait même pas de doute qu'on devait mettre tout le potentiel de l'équipe U23. Mais je crois qu'ils n'ont pas compris l'enjeu, surtout que le Sénégal va organiser les Jeux en 2024. Donc aujourd'hui, c'était très important pour qu'on fasse tout notre potentiel pour pouvoir quand même nous qualifier à ces Jeux qui vont arriver en 2020. Le président de Mbour Petite Côte estime que toutes les conditions étaient réunies pour cet échec des U23. Mbaye Diouf Dia ajoute que pour avoir de bonnes équipes de petites catégories, il faut s'appuyer sur les joueurs locaux. On ne peut pas comprendre pourquoi d'abord on a joué à Lat Dior, on pouvait valablement jouer à Pikine, parce que la Guinée joue sur du terrain gazon naturel. Nos jeunes n'ont jamais vu du gazon naturel. Donc c'est donné d'abord, le choix du terrain n'était pas bon, et ensuite il fallait quand même prendre la base locale. Le Coteau l'a reconnu à la fin, mais vous vous rendez compte, c'est une équipe qui est allée en compétition sans avoir un seul match amical. Donc ça pose un problème. À rappeler que les U23 ont été éliminés par la Guinée. Coteau et ses poulains ne vont pas participer à la CAN U23 prévue en Égypte du 8 au 22 novembre prochain. RFM Bourg. Abdourahmane Diallo. L'actualité du basket, Malal, la fédération est accusée de préparer une fraude à l'Assemblée générale élective. Et c'est les membres de la plateforme pour le renouveau du basket qui crient au scandale et accusent les fédéraux actuels d'orchestrer une fraude en vue de la prochaine élection élective. Ceci donc après que les fédéraux aient décidé de reporter la date de la tenue pour l'Assemblée générale d'information. Plus d'informations et de détails là-dessus avec Sodetiam.
Polémique autour du report de la date de l'Assemblée générale d'information de la Fédération sénégalaise de basketball. Pathé Keïta, membre de la plateforme pour le renouveau du basket, pointe du doigt la fédération. Elle avait donné une première date le 26 avril, le 31 mars, puis maintenant le 6 avril. C'est des choses qu'on ne peut pas accepter parce qu'on sent qu'il y a de la monopolitienne derrière. Dès lors que la FIBA a décidé de donner des ballons au club du Sénégal, pour le basket sénégalais, et que la fédération soit chargée de distribuer les balles, ils vont préférer donc donner ça au club pour après organiser l'Assemblée générale pour laquelle ils ont prévu de faire amender l'ordre du jour et d'y mettre un point concernant les réformes des textes. Ils ont déjà désigné quelqu'un qui sera chargé au niveau de l'Assemblée générale de faire cette proposition. Pour moi, c'est des malheureux politiciens qui ne feront que diviser le basketball parce qu'il y a certains qui ont toujours ces principes et qui vont le refuser. Des accusations que l'instance rejette, selon le secrétaire général Ibrahim Agnan, apportent des éclairages. Nous avons reçu une invitation de FIBA Afrique pour assister à l'inauguration du siège de FIBA Afrique et c'est le 30 mars, les dates coïncident, donc la fédération, pour honorer l'invitation de FIBA Afrique, était obligée de repousser d'une semaine la date de l'Assemblée générale d'information au 6 avril. Pour les questions de ballon, les gens parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ça, c'est un programme de développement des fédérations qui a commencé depuis novembre 2016. C'est pas aujourd'hui. Pour dire que voilà, c'est pour des raisons de campagne qu'on distribue des ballons, c'est vraiment de l'intox, c'est tout. L'Assemblée générale d'information, initialement prévue le 30 mars, aura finalement lieu le 6 avril. Au sortir de cette réunion, la date de l'Assemblée générale élective sera fixée. Anna Rocha, juste finir avec la rencontre Sénégal-Mali. Ce sera à suivre en direct juste après le journal de 16h30 sur RFM. Merci beaucoup Malal Diagne Junior. Prochain rendez-vous avec les sports dans l'édition d'information de 13h. RFM reportage. Voulez-vous savoir quel est l'âge idéal pour une femme, ce moment de sa vie où elle se sent au sommet de sa féminité? Pour celle que nous avons rencontrée, l'âge d'or est entre 17 et 25 ans. C'est notre reportage du jour dans le cadre du mois dédié à la femme. Aram Falchoun. Les femmes vivraient leurs plus belles années entre 17 et 25 ans, à en croire les Sénégalaises interrogées. Les raisons, cependant, semblent varier d'une femme à l'autre. Pour cette toute jeune étudiante, l'éveil à la féminité a été marquant. Pour moi, l'âge le plus idéal, c'est l'âge de 17 ans. Parce qu'à cet âge, il y a la puberté. On commence à développer des seins, à être mature, à sortir avec des garçons. On se sent femme. Fatou Achogan Koli, la vingtaine, estime que son âge idéal est celui de l'épanouissement professionnel, de la maturité et des responsabilités. Selon moi, à partir de 25 ans, c'est un âge à partir duquel on acquiert beaucoup d'expérience dans les études, dans la vie, que ce soit vie amoureuse ou bien vie. Pour moi, on devient beaucoup plus responsable. Autre femme, autre point de vue. Pour Mme Fatou Fall, âgée de 42 ans, l'entrée dans la vie conjugale et la maternité est ce qui détermine l'accomplissement d'une femme. À l'âge de 20 ans, 22 ans, 23 ans, c'est l'âge de fonder une famille, avoir un mari, avoir des enfants, être dans ta maison, avoir de liberté, sentir que tu es une femme. La vie d'une femme est sans aucun doute pleine de défis, mais entre les premiers émois amoureux, les joies d'un jeune mariage et la conquête de l'indépendance, ce ne sont pas les raisons de célébrer sa féminité qui manquent. RFM, la chronique du jour. Aujourd'hui, l'hommage du poète Pape Sambakane au maestro Issa Sissoko, décédé dimanche soir à Dakar. Issa Sissoko, fondateur et chef d'orchestre du mythique Orchestra Baobab en 1972, est mort dimanche soir. Personnellement, j'ai appris la nouvelle sur la page Facebook de Kibili Demba Sissoko, journaliste à l'agence de presse sénégalaise, blogueur, critique littéraire et militant acharné des arts et de la culture. Pourquoi la mort de certaines personnes réveille-t-elle en nous de la colère, en plus des sentiments courants en pareilles circonstances que sont la tristesse, la désolation et, toujours, parce qu'on ne s'habitue jamais à la mort, la surprise. La grande roue du deuil qui tourne dans le monde, comme Hölderlin décrit la mort, et qu'évoqua un de ses amis à l'occasion des nombreux hommages rendus au regretté Bruno Diatta, encore frappé le Sénégal, comme le défunt diplomate sans pareil. Issa Sissoko est parti septuagénaire, mais jeune au physique et dans son esprit, après plus de 40 ans d'une brillante carrière musicale. Il était ascétiquement mince, de teint clair et grand de taille. Là, peut-être, devraient s'arrêter les comparaisons entre ces deux hommes aux parcours professionnels et choix de vie, les premiers commandant les seconds, si différents. Mais non, elles ne s'y arrêtent pas.
Les deux étaient reconnus maîtres dans leur art et de leur vivant déjà, célébrés comme des monuments par ceux qui partagent leur passion et au-delà de ces cercles professionnels. Ainsi donc, en lui rendant hommage sur les réseaux sociaux, Moriba Magasuba, journaliste sénégalo-ivoirien, révèle que lors de leur dernière rencontre, l'idée d'une biographie du maestro avait été évoquée. Aujourd'hui qu'il est mort, j'ai eu le privilège d'être destinataire de la première réaction d'un des plus grands critiques musicaux du Sénégal, sinon le plus grand, Bikes Diop, qui fut mon collaborateur immuable dans 3 quotidiens successifs, que ce docteur en musicologie, qui enseigne aujourd'hui en France, alors professeur de musique à Thiès, avait marqué de son empreinte. Voici en quelques lignes fortes ce qu'il écrit du défunt saxophoniste et de son art. Je le cite. C'est un grand maître du saxo ténor qui disparaît. Il avait maîtrisé toutes les arcanes de l'improvisation plus que tout autre musicien de variété au Sénégal. Animateur sur scène, Issa Sissoko savait faire le liron et tenir en haleine le public par les chorus fluides dont il avait le secret. Le souffle de Dexter Johnson en héritage et en bandoulière, ce virtuose des hanches savait flirter avec le pathos qui donnait une couleur unique à son langage musical. La musique sénégalaise perd aujourd'hui un grand maestro. Fin de citation et fin de cette rubrique. Parce que je ne dirai pas pourquoi la mort d'Issa Sissoko, ce baobab léger, comme on l'a également qualifié, me met en colère. Ce serait trop demander à une société qui a l'argent pour colonne vertébrale, où le talent véritable n'est jamais rien qu'une fantaisie et où, comme dirait le poète, un patrimoine financier écorné fait plus de bruit et de fureur que tous les musées sabordés et que toutes les virtuosités négligées. À la place, je présente mes condoléances par-delà le baobab à tous les musiciens du Sénégal et surtout aux habitants de la Gueule-Tapée auxquels manquera certainement l'élégante silhouette d'Issa Sissoko, sa politesse réservée et son grand sourire bienveillant. RFM, la presse du jour. Oumou, leader distribution équipement, est le partenaire idéal pour vos besoins en équipement informatique. Matériel et consommables informatiques, télésurveillance, solutions d'impression, cloud computing, virtualisation, tableau interactif, équipement de télémédecine, système de détection haute technologie, data center. Nous avons la solution pour vous satisfaire au mieux. Avec une expérience de plus de 15 ans dans le domaine des TIC, Oumou est le partenaire privilégié des plus grandes marques au monde comme Dell, HP, Windows, Apple, Lenovo, Rizzo, Lexmark. Oumou, on avance ensemble. Oumou Informatique vous offre votre revue de presse. La revue de presse de Georges Didier Diop. Ça risque d'être difficile d'étancher sa soif dans les régions de Louga, Thiès, Rufisque, Dakar et sa banlieue. En cause, l'observateur fait état d'une fuite sur la conduite principale du lac de Guiers. Vox Populi explique que c'est le tuyau qui alimente la capitale et plusieurs villes du pays qui est endommagé lors de travaux de Ngaïméré. Conséquence, Vox Populi et Tribune affirment que Dakar est menacé de pénurie d'eau. Selon Vox Populi, la SDE annonce des risques de baisse de pression à Mankao entre les régions de Louga, Thiès et Dakar sans donner de délai pour un retour à la normale. Et comme solution transitoire, l'observateur parle de camions citernes de la SDE pour ravitailler les quartiers les plus touchés par la pénurie. Et dire qu'Enquête fait état ce matin d'une rocambolesque affaire de commercialisation d'eau impropre à la consommation. Le journal révèle qu'elle a été débusquée par la section recherche de la gendarmerie de Colobane. Enquête nous apprend que le présumé cerveau est un ancien employé de la société canadienne Bottling Company qui a mis sur le marché de l'eau de robinet dans des bouteilles d'Aquaterra, de Baobab et de Kyrène. Il a été arrêté avec 2 de ses collaborateurs. Ils sont déférés pour les délits d'association de malfaiteurs, vol au préjudice de son employeur, complicité, tromperie sur la qualité et la nature d'un produit alimentaire et exercice d'une profession réglementaire sans autorisation administrative préalable. La douane a fait aussi une bonne opération. Le journal Le Quotidien s'en fait d'ailleurs l'écho. Une grosse prise selon mon confrère, saisie de faux médicaments d'une valeur de 1,43 milliard de francs CFA. À l'œuvre, la brigade maritime des douanes de Founioune. C'était dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Et ce rapport sur la criminalité et la sécurité au Sénégal. Les Échos révèlent que le Bureau de la sécurité diplomatique des États-Unis a dressé un tableau sombre dans son rapport en date du 14 mars 2019
sur la situation générale de la criminalité et de la sécurité au Sénégal. Une façon, souligne le journal, d'alerter les ressortissants américains. Quelques éléments du rapport: agressions régulières le long de la corniche ouest. En Casamance, il y a la violence séparatiste, le banditisme armé et les mines antipersonnelles. Les vendeurs agressifs, les mendiants et les enfants des rues tentent souvent de détourner l'attention des victimes pendant qu'un complice vole des objets de valeur. Les cars rapides et Ndiagandiaï conduits de manière dangereuse par des conducteurs non qualifiés. En politique à présent, le nouveau gouvernement de Macky Sall a tendu sa composition, sa taille, large dossier dans l'Observateur. Et des observateurs donnent leur point de vue. Un gouvernement de 25 à 30 ministres, un mix de technocrates et de politiques, pensent certains. En tous les cas, le directeur général du COSEC, Mamadou Ndione, confie dans un entretien accordé au journal Le Témoin que le prochain gouvernement doit refléter la bonne image et l'action du président Macky Sall. Le chef de l'État qui, par ces temps qui courent, n'échange qu'avec 6 personnalités en dehors du Premier ministre. Si l'on se fie bien sûr à Source A. Le journal cite le directeur général de la police, le SEMGA, le haut commandant de la gendarmerie, le directeur du Trésor, le délégué général du renseignement national et le secrétaire général de la présidence. À cela s'ajoute le fait que tous les ministres sont sommés de rendre leur dossier au Premier ministre. Un ministre du gouvernement cité dans une affaire de corruption impliquant la société espagnole FedEx, le ministre de la Pêche, Oumar Gueye. Libération rapporte que selon Jeune Afrique, il ferait partie des personnalités ayant reçu des fonds de l'intermédiaire Philippe Boursier sous le coup d'un mandat d'arrêt international. À la une du journal LAS, le vice-recteur de l'université de Thiès viré. Il a perdu son poste pour des images grivoises envoyées à un collègue avec qui il est en guerre ouverte. La réaction du professeur Salif Gueye après son limogeage, l'AS fait savoir qu'il contre-attaque et soulève de nombreux scandales de détournement de deniers publics qui ont pour théâtre l'université de Thiès. Et cette enquête à lire dans le quotidien national Le Soleil. Reportage à Kharakhene où l'or se fait rare. C'est aux pages 7, 8 et 9 du journal Le Soleil. Dans l'Observateur, c'est à lire aussi, maison d'arrêt et de correction pour mineurs de Anne, Forbet, incursion dans la prison des petits délinquants. Fait marquant, à Forbet, les gardes passent pour des papas de substitution. À vos kiosques et bonne lecture. Oumou, leader distribution équipement, est le partenaire idéal pour vos besoins en équipement informatique. Matériel et consommables informatiques, télésurveillance, solutions d'impression, cloud computing, virtualisation, tableau interactif, équipement de télémédecine, système de détection haute technologie, data center. Nous avons la solution pour vous satisfaire au mieux. Avec une expérience de plus de 15 ans dans le domaine d'éthique, Oumou est le partenaire privilégié des plus grandes marques au monde comme Dell, HP, Windows, Apple, Lenovo, Rizzo, Lexmark. Notre service après-vente de qualité vous assure aussi une meilleure prise en charge. Venez vite visiter notre showroom sur l'avenue Blaise Diagne, en face d'Oultasek ou au point E, boulevard de l'Est, angle 2, bis. Ou appelez-nous au 33 889 88 14. Site internet www.oumouinformatique.com. Oumou, on avance ensemble. Oumou Informatique vous a offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. On y est, point de vue à midi passé de 42 minutes. En ligne avec nous, le docteur Mohamedou Sow, président de la commission qualité de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes également enseignant à l'Institut des sciences du médicament de l'université Cheikh Anta Diop. Depuis le temps qu'on parle de ce trafic, docteur, on connaît les pays d'origine, les pays de provenance, les différents points de vente également. Pourquoi depuis lors, alors, on n'arrive pas vraiment à contrôler ce phénomène? Merci, Madame Anna Rocha. Alors, pourquoi? Vous savez que nous, pharmaciens, nous n'avons pas la puissance publique. Si nous connaissons les sources d'approvisionnement, si nous connaissons les personnes qui font entrer les pays, si nous connaissons également le chemin qu'ils apprennent pour arriver jusqu'aux malades, si nous connaissons les marchés, ça signifie que ce qui reste à faire, c'est de mettre en œuvre l'action de la puissance publique. Alors, ceci étant dit, nous nous félicitons de la dernière affaire de Touba Belel, qui a abouti à des sanctions donc plus ou moins sévères. Un premier procès, hein? Voilà, c'est un premier procès. Et on a eu donc des sanctions plus ou moins sévères parce que le problème, c'est qu'avec cette affaire de Touba Belel, on n'est pas remonté jusqu'au sommet de la chaîne de responsabilité donc de ce marché criminel. Oui.
Et l'autre chose également à dire, c'est qu'il reste également un déficit de sensibilisation et donc d'éducation sanitaire par rapport aux Sénégalais qui prennent ce type de médicaments. Parce qu'aujourd'hui, il y a une mauvaise perception répandue au Sénégal disant que les médicaments sont chers dans les officines de pharmacie, ce qui ne traduit pas la réalité. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pu vous assurer que dans toutes les officines de pharmacie sénégalaise, quelle que soit la maladie, je vous dis quelle que soit la maladie, vous y retrouverez des médicaments génériques qui sont à la portée des malades sénégalais. Et donc aujourd'hui, c'est une politique de générique qui est mise en œuvre au Sénégal. Et les seules maladies où c'est encore très cher, c'est peut-être au niveau pour le 3e âge concernant donc les problèmes donc de prostate et autres, mais que ce soit l'hypertension artérielle, que ce soit le diabète, que ce soit les maladies donc comme les antalgiques et tout, toutes les familles de médicaments, on a réduit les produits. Il y a des médicaments génériques de très bonne qualité qui sont efficaces et qui sont sûrs. D'accord. On revient à vous. Professeur Amadou Mokhtar Dieye est également avec nous. Bonjour, professeur. Oui, bonjour, Anna. Oui, vous êtes le directeur de la pharmacie et du médicament au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, pardon. Professeur Dieye, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui d'avoir une législation plus spécifique sur ce problème de faux médicaments? Tout à fait. Il est bien d'avoir une législation spécifique, mais il faut se rendre compte aussi que dans la législation de manière générale, dans le code pénal du Sénégal, dans le code douanier, il y a assez d'éléments pour réprimander donc les trafiquants de faux médicaments. En particulier, je veux citer les derniers cas où les gens ont été condamnés. Donc les cas à Diourbel, c'est une première condamnation, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais les personnes impliquées, en tout cas arrêtées, ont été condamnées à des peines de prison ferme de 7 ans et de 5 ans. Ça n'a jamais existé au Sénégal. Il faudrait continuer sur cette logique-là. Il faut continuer, il faut renforcer. Parce qu'avant, les gens avaient des peines de 15 jours, ou bien en sursis. Maintenant, 7 ans de prison ferme, plus 400 millions de francs d'amende, plus 2 camions confisqués, en plus de la valeur marchande des médicaments estimée à 1,335 milliard. Donc tout ça, si on fait ça globalement, ça avoisine les 2 milliards de pertes, plus 5 ans et 7 ans d'emprisonnement ferme. C'est une première au Sénégal, voire en Afrique, en tout cas à ma connaissance. Et nous devons continuer sur cette voie. Est-ce qu'on voit, professeur Dieye, ça n'a pas vraiment dissuadé les délinquants, puisque hier encore à Foundiougne, on a intercepté un camion avec d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA de faux médicaments. Ça n'a pas dissuadé tout le monde, mais certainement, il y a des gens qui se sont dit, puisque c'est 7 ans, attends, moi je vais faire autre chose. Maintenant, il y a toujours d'autres personnes, des récalcitrants, qui continuent. Mais ces récalcitrants sont traqués et c'est pourquoi aussi il y a de plus en plus de saisies. C'est-à-dire que plus on cherche, plus on trouve. Et c'est ça qui fait que, bon, aujourd'hui, on a ces saisies-là. Donc la douane veille, la gendarmerie veille, la police veille, le commerce veille, le ministère de la Santé veille, l'ordre, le syndicat. Tout le monde vraiment est en alerte parce qu'il y a une sensibilisation constante depuis quelque temps par rapport à ces médicaments de la rue. Et nous pensons qu'il y a des progrès. Mais je dois dire que les médicaments de la rue aussi, c'est comme la drogue. Ce n'est pas seulement en Afrique, c'est partout. On combat ces médicaments de la rue. Aujourd'hui, l'Europe est en train vraiment de se barricader avec un système de sérialisation pour vraiment suivre chaque médicament. Parce que même en Europe, aux États-Unis, il y a eu des cas, en tout cas d'infiltration même, du circuit licite par de faux médicaments. Je veux parler du cas du Plavix et du cas de Avastin, qui sont des médicaments pour éviter la coagulation du sang ou bien contre le cancer. C'est des médicaments qui coûtent excessivement cher et il y a eu des trafics même aux États-Unis. Donc, c'est un problème mondial. Il faut se battre, il faut combattre. On a eu des succès, nous devons continuer, être tout le temps sur le terrain, un combat permanent.
Merci beaucoup, professeur Amadou Mokhtardi, directeur de la pharmacie et du médicament au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Merci aussi au docteur Mohamedou Sow, président de la commission qualité de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal et enseignant à l'Institut des sciences du médicament à l'UCAD. On a largement dépassé le temps qui nous était imparti. Il est midi, passé de bientôt 49 minutes. Merci à Diokou Diène à la réalisation de cette grande édition d'information. Retour de l'info dans 10 minutes, le journal en Wolof, la grande édition d'information en Wolof avec El Haj Hassan Gueye. Vous restez avec nous dans un instant. Koutia et sa bande, Allo Présidence. Merci chez vous, bonne écoute.